Alors, c'est parti. Écoutez, bonjour et bienvenue à ce lancement du diagnostic sectoriel de l'industrie québécoise de l'aménagement forestier 2020-2021. On est très heureux là, de vous avoir avec nous aujourd'hui pour pouvoir vous présenter ce document-là qui est rendu disponible grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail. Je me présente, je suis Sylvie Gaumont, directrice générale de Forêt Compétences. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, je vais vous inviter à utiliser le clavardage pour le faire. Et puis, on va tâcher d'y répondre là, au fur et à mesure. Et puis, je vous invite aussi à garder vos micros fermés là, tout au long de la présentation. La présentation est également enregistrée afin qu'elle soit disponible en rediffusion. Alors, voilà, sans plus tarder, on poursuit. Donc, au niveau de l'équipe de production, aujourd'hui, je suis accompagnée de Christine Bouliane, qui est adjointe à la direction générale chez Forêt Compétences, qui a travaillé très fort pour rendre disponible ce document-là aujourd'hui. Également, on a pu compter sur la collaboration et l'expertise extraordinaire de deux professeurs du département des sciences et du bois et de la forêt de l'Université Laval, soit Luc Lebel et Jean-Michel Baudouin. On a également travaillé avec Félix Barry-Veillette, qui était professionnel de recherche à l'Université Laval, ainsi que Noémie Baudette, candidate à la maîtrise. On a fait affaire avec BIP Recherche au niveau de la collecte de données et puis avec la fabrique là, au niveau de la conception graphique du document. C'est sûr qu'on a un document de 217 pages à vous présenter, mais vous allez voir, on va le faire de façon succincte. Je pense que la façon qu'on le livre aussi, là, il y a moyen de présenter finalement aujourd'hui à tout le moins l'essentiel. Puis mon intention aujourd'hui, c'est surtout de vous donner le goût d'aller le consulter, puis que ce soit un outil qui vous soit vraiment utile. Je tiens à remercier aussi tous les membres du comité de travail qui ont travaillé avec nous pour la réalisation du diagnostic sectoriel. C'est sûr que leur contribution, que ce soit pour valider certaines choses, les questionnaires, les données partagées aussi là, dans leur réseau de contacts là, afin de susciter un maximum de répondants, ça a été très, très apprécié. Et puis, Forêt Compétences, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, on se trouve à être le comité sectoriel de main-d'œuvre d'aménagement forestier. On est un organisme paritaire de concertation sans but lucratif. Et puis, notre mission, c'est vraiment de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour soutenir le développement de la main-d'œuvre forestière. Et puis, bon, je vous présente un peu la table des matières du document. En fait, tu sais, quand je disais je veux vous rendre quelque chose qui va être pratique, en fait, je voulais que ce soit un outil, ce diagnostic-là, que vous soyez capable de repérer rapidement toutes les informations que vous avez besoin. Parce que souvent, dans la vie, ça va vite, puis prendre le temps de lire et tout ça, souvent, on va aller tout de suite à l'essentiel. Donc, on le présente de façon à ce que ce soit facile à trouver les informations que vous avez besoin d'avoir. Puis aussi, de la façon que c'est présenté, je pense que c'est plus facile à comprendre puis que ça se lit bien également. Alors, allons-y au niveau de l'introduction. Première partie, en fait, il faut déjà savoir que ce document-là, le diagnostic sectoriel, c'est quelque chose qui nous est demandé de faire de la Commission des partenaires du marché du travail. C'est quelque chose qu'on doit réaliser aux 3 à 5 ans environ. Et puis, c'est là-dessus que Forêt Compétences se base après pour faire sa planification stratégique, pour faire ses plans d'action aussi, pour s'assurer de toujours bien répondre là, aux besoins et aux enjeux là, de la main-d'œuvre dans notre secteur. Mon champ, au niveau de la délimitation du champ d'études, en fait, c'est assez simple. Toutes nos activités, nous, c'est ce qui se passe en forêt comme tel. Donc, que ce soit la récolte mécanisée, la voirie forestière, les travaux sylvicoles, planification, technique. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle. On a aussi les pépinières forestières et puis la cueillette de produits forestiers non ligneux. Puis cette année aussi, on a une particularité, on a aussi certaines informations là, en lien avec le transport de bois non transformé, là, qui est le transport en forêt, étant donné qu'on a une collaboration là, avec Amoroute à ce niveau-là.
Et puis d'ailleurs, pour vous parler un peu plus de la démarche conjointe qu'on a faite, puis de la méthodologie, je vais laisser la parole à Christine Bouliane pour la... Oui, merci Sylvie. Bonjour tout le monde. C'est ça, dans le fond, une des particularités là, avec ce diagnostic sectoriel-ci, c'est qu'il a été réalisé en parallèle avec une autre étude, donc qui est le portrait des entrepreneurs forestiers. En effet, un des besoins émanants du secteur, c'était de documenter de façon plus approfondie l'entrepreneuriat forestier au Québec. Donc, on s'est allié avec 2 chaires de recherche de l'Université Laval, que Sylvie a nommé tantôt d'entrée de jeu, qui avaient un désir commun de mieux connaître là, la réalité, les défis, les enjeux des entrepreneurs forestiers. La première chaire, c'est le consortium de recherche Forax sous la direction du professeur et chercheur Luc Lebel. Dans le fond, M. Lebel a réalisé là, par le passé différents sondages auprès des entrepreneurs forestiers. Il y en a fait un en 2010, puis il avait resondé aussi en 2010. C'est ce qu'on appelle le Préfort là, dans le secteur, peut-être certains le connaissent, là, ce que ça signifie, c'est le programme de recherche sur les entrepreneurs forestiers de récolte et de transport. Donc, l'objectif, c'était de mettre à jour ces données-là qu'il y avait déjà là, sur les entrepreneurs forestiers, de voir là, 10 à 15 ans plus tard comment ça avait évolué. Comme le nom l'indique, le Préfort, ça couvrait les entrepreneurs en récolte et en transport, mais il s'était ajouté aussi là, les entrepreneurs en travaux sylvicoles pour l'édition de 2010. Puis comme Sylvie le mentionnait, là, donc, normalement, on ne couvre pas le transport, mais dans ce cas-ci, là, on a fait une exception en raison du portrait des entrepreneurs. Là, puis c'est pour ça qu'on s'est allié avec Camoroute à ce moment-là, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier. D'autre part, on voulait aussi accroître notre connaissance plus spécifiquement au niveau de l'entrepreneuriat autochtone, ce qui a mené là, avec une collaboration avec le professeur Jean-Michel Baudouin de la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, qui lui aussi là, avait réalisé diverses études là, en lien avec les entrepreneurs autochtones par le passé. Bref, les 2 études, le diagnostic sectoriel et le portrait, ont été réalisés de façon conjointe avec nos collaborateurs de l'université, mais aussi on a vraiment imbriqué là, la collecte de données en une seule et même démarche, là, en fait, là, afin d'éviter de solliciter aussi les entreprises à 2 reprises, parce qu'il faut se le dire, on partait essentiellement de la même liste d'entreprises au départ. Puis, comme les entrepreneurs forestiers font quand même partie intégrante de la population visée par le diagnostic sectoriel, bien, on a intégré certaines questions du diagnostic dans le questionnaire du portrait des entrepreneurs également, là, afin d'avoir quand même un bon portrait des défis de gestion de ressources humaines, les problématiques de relève et tout. Donc, il va y avoir un autre rapport là, qui va être produit à l'automne, qui va présenter en soi les résultats du portrait des entrepreneurs forestiers. Aujourd'hui, on vous présente les résultats du diagnostic, mais il s'entremêle quand même des données aussi du portrait des entrepreneurs. Si on poursuit avec la méthodologie, à la page suivante. Donc, on a au niveau des questionnaires, donc on a fait deux questionnaires, un spécifique pour le diagnostic sectoriel qui a été élaboré en se basant sur notre ancien diagnostic sectoriel de 2015-16 dans un souci de continuité. Et celui des entrepreneurs était basé là, sur les précédents sondages du Préfort, comme mentionné tout à l'heure. Et on a rajouté dans cette version-là du questionnaire des éléments en lien avec les Autochtones et la formation de la main-d'œuvre. En fait, oui, c'est ça, pour distinguer à quel sondage les entreprises devaient répondre. Là, dans le fond, on avait une grosse liste d'entreprises et incluant aussi des entrepreneurs. Donc, il y avait un tronc commun de questions dès le départ. Donc, on leur demandait, il y avait 2 conditions à remplir, en fait, pour être dirigés plutôt vers le portrait des entrepreneurs. D'abord, ils devaient au moins réaliser une des activités soit reboisement, soit des travaux sylvicoles, reboisement, débroussaillage, préparation de terrain ou de l'abattage manuel, ou encore la récolte mécanisée du bois, voirie ou transport. Donc, s'ils réalisaient une de ces activités-là et qu'ils nous mentionnaient dans la catégorie d'entreprise parmi les choix proposés, si le répondant s'identifiait comme étant un entrepreneur de travaux forestiers, propriétaire unique ou associé, bien, il était dirigé vers le portrait des entrepreneurs. Les autres étaient dirigés vers le diagnostic.
Page suivante. Pour la collecte de données, bon, en fait, ici, ce que je veux surtout attirer votre attention, c'est qu'au total, on a eu 417 entreprises qui ont complété l'un ou l'autre des sondages. Ça se répartit à peu près également. Donc, on a 211 entreprises qui ont répondu au sondage du diagnostic et 206 au portrait des entrepreneurs. Il est en bleu ici parce que, dans le fond, c'est comme un peu le code de couleur utilisé tout au long du document. Quand c'est en bleu, c'est des données qui réfèrent au portrait des entrepreneurs. Et maintenant, si on poursuit au niveau de l'organisation du secteur forestier, au niveau de la taille, la structure de notre secteur, en fait, ce qu'on constate, c'est que parmi les établissements avec des employés, la grande majorité sont des petites entreprises de moins de 10 employés. Donc, on parle de 80 là, qui ont moins de 10, 82 ont moins de 10 employés, ce qui est quand même une bonne proportion. Puis, on a quand même beaucoup d'entreprises aussi au niveau de Statistique Canada qui sont considérées comme étant sans employés également. Au niveau des entreprises avec des employés par région, on voit la répartition régionale des établissements avec des employés en aménagement forestier. On constate à ce moment-là que le Saguenay, l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Chaudière-Appalaches, c'est les principales régions là, qui ont le plus d'entreprises comme telles avec des employés. Cependant, quand on regarde au niveau du volume de bois récolté, par contre, là, c'est vraiment, en termes de récolte de bois, c'est vraiment plus le Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de la Mauricie et le nord du Québec, là, qui sont des régions fortement forestières. Aussi, au niveau de l'emploi, maintenant, en fait, quand on regarde l'évolution du nombre d'employés dans le secteur forestier au cours des dernières années, ce qu'on constate, c'est que jusqu'en 2013, de 2001 à 2013, il y a vraiment eu un grand déclin, là, finalement. Puis après, ça tend quand même à se stabiliser là, depuis 2013 au niveau du nombre d'employés. En bleu, c'est l'ensemble du Québec, là, donc on compare avec l'ensemble du Québec là, ici, puis nous, finalement, c'est plutôt stable. Qu'est-ce qui est important aussi de mentionner, c'est l'aspect saisonnalité, là, qui vient aussi diminuer certainement le nombre d'employés. Parce qu'au plus fort de la saison forestière, donc au mois de juillet, on passe plutôt à 11 585 employés là, dans notre secteur, alors qu'au plus faible, autour d'avril, c'est beaucoup moins, autour de 6 800. Aussi, l'âge des travailleurs dans notre secteur, en fait, c'est ce qu'on constate encore là, c'est comparativement à la population générale, c'est que nos travailleurs sont souvent un peu plus âgés, là, surtout dans la strate 55-64 ans. Donc, on peut, à ce moment-là, ça nous laisse présager que d'ici 10 ans, nos travailleurs, ils vont atteindre l'âge de la retraite là, de 65 ans. Là. Donc, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, d'enjeux de recrutement et tout ça, c'est sûr que c'est là pour... ça fait juste commencer, là, finalement, puis c'est là pour demeurer. Là, dans les 10 prochaines années, on risque de perdre jusqu'à 30 là, finalement, de nos travailleurs là, dans... C'est ça. C'est quand même un constat important. Ensuite, si on regarde la place des femmes dans notre secteur, les femmes comptent pour 17 dans le secteur forestier. Souvent, on va les retrouver comme adjointes administratives ou encore, il y en a de plus en plus aussi là, qui sont très présentes au niveau des pépinières forestières, puis aussi comme technologues, techniciennes en sciences forestières, puis des professionnels là, des sciences forestières, manœuvres également, là, qui vont être quand même présentes là, dans un bon pourcentage. Au niveau de la formation initiale, quand on regarde l'évolution des inscriptions au niveau du DEP, donc du diplôme d'études professionnelles, dans nos différents programmes, ce qu'on voit, c'est que comme là, ici, en haut, on voit qu'au niveau de la conduite en machinerie lourde, en voirie forestière, souvent, c'est quand même, il y a eu un petit creux, là, mais ça tend quand même à se stabiliser, même qu'il y a eu une augmentation là, du nombre d'inscriptions au niveau de la voirie forestière puis de l'abattage, façonnage des bois, là, comparativement aux dernières années. Puis les autres, le programme sont plutôt stables. Au niveau de l'évolution des inscriptions maintenant, au niveau du diplôme d'études collégiales, donc au cégep, en technologie forestière, puis en technique de milieu naturel, il y a quand même eu une légère diminution là, du nombre d'inscriptions dans les 2 dernières années là, particulièrement, alors qu'avant ça, il y avait une tendance qui était plutôt à la hausse. Au niveau du bac,
le bac, que ce soit en aménagement, en environnement forestier ou encore le bac coopératif en opération forestière, bien, là aussi, là, il y a une certaine diminution là, au niveau du bac en aménagement. Puis c'est stable pour le bac coopératif en opération. Maintenant, quatrième partie, au niveau du sondage auprès des entreprises, le profil de répondant, Christine, tu peux peut-être nous le présenter. C'est qui a répondu? Oui, exactement. Dans le fond, là, on vient de passer la section, là, on ne l'a pas toute mis, là, mais dans le fond, on vient de passer la partie plus données secondaires, donc les données officielles là, de Statistique Canada, Ministère de l'Éducation et tout. Là, on tombe vraiment dans le cœur du diagnostic sectoriel avec les résultats de notre sondage. Donc, premièrement, c'est ça. Dans le profil des répondants, les entreprises qui nous ont répondu, c'est la moitié, c'est des entreprises privées, mais on a quand même aussi beaucoup de groupements forestiers, de coopératives forestières qui ont répondu au sondage. On se rappelle là, que les entrepreneurs ne sont pas inclus, donc c'est sûr, ça leur a changé un petit peu la répartition. À la page suivante, on a maintenant la proportion d'entreprises et d'entrepreneurs autochtones. Donc, à gauche, les entreprises autochtones du diagnostic, c'est 7 %. Ça représente 7 % en fait de nos répondants. Et du côté des entrepreneurs, on a 4 % des entrepreneurs qui étaient autochtones. Ensuite, on a aussi le portrait au niveau des entreprises qui possèdent une usine de transformation du bois. Donc, nous, notre secteur, c'est les travaux d'aménagement forestier, mais il y a quand même certaines grosses entreprises qui sont également là, actives au niveau de la transformation du bois. Ça représente 11 % de nos répondants qui ont également une usine de transformation du bois et sans trop de surprise, c'est essentiellement les plus grandes entreprises là, de 50 employés et plus qui sont dans cette catégorie-là. Ensuite, au niveau du portrait des activités réalisées par les répondants, donc là, c'est variable sur le tableau. On a ici, là, en vert, les entreprises du diagnostic et en bleu, les entrepreneurs. Donc, le portrait est un peu différent dans les deux populations. Là, au niveau des entreprises, la moitié réalise des activités de planification et technique et ils vont aussi faire de la récolte mécanisée du bois. Du côté des entrepreneurs, c'était en grande majorité là, des entreprises des entrepreneurs de récolte mécanisée du bois, mais ils pouvaient faire plus qu'une activité là aussi. Là, il y a quand même plusieurs des répondants là, en fait, qui réalisent 2 activités et plus. Puis pour les travaux sylvicoles, là, débroussaillage, reboisement, ça semble un peu moins, mais si on les regroupe ensemble, là, si on les regarde, si on les met ensemble, c'est la moitié des entreprises là, qui vont réaliser un ou l'autre des travaux sylvicoles, débroussaillage, reboisement ou préparation de terrain. Ensuite, on a demandé aux entreprises s'ils estimaient pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour développer des partenariats avec des entreprises autochtones. Donc, on constate que c'est quand même un souci qui est de plus en plus présent là, dans le secteur. Là, on en a quand même 42 % là, qui affirmaient que oui, effectivement, ils pourraient bénéficier d'un tel accompagnement. Ensuite, on a demandé aux entreprises, dans le fond, la proportion de leurs travaux là, en termes de chiffre d'affaires qui était réalisé en forêt publique versus en forêt privée. Donc, la majorité, c'est autant des entreprises que des entrepreneurs, c'est en forêt publique qui font leurs activités, mais il faut quand même noter l'importance de la forêt privée là, qui arrive pas si loin derrière, là, donc 40 % du chiffre d'affaires des entreprises qui est quand même en forêt privée. Donc, c'est un aspect qui prend de plus en plus d'ampleur, en fait, dans les activités des entreprises. Au niveau du nombre d'employés, on a réparti, là, tantôt on avait des données officielles de Statistique Canada. Ici, on a les données de nos répondants. Là. Dans le fond, la moitié se situe dans les 15 employés et moins. Là, on le disait tantôt, c'est un secteur fortement composé de quand même petites entreprises. Du côté des entrepreneurs, c'est encore plus flagrant. Là, là, on a... Si on prend les 1 employé et 2 à 5, là, on a près de la moitié qui ont 5 employés et moins, donc de très petites entreprises. Puis, par contre, si on regarde chez les entrepreneurs, quand on prend plus spécifiquement ceux qui réalisent des travaux sylvicoles, là, ils sont quand même significativement plus nombreux là, dans la catégorie des 20 employés et plus. Là, on tombe à ce moment-là à 44 % des entrepreneurs qui réalisent des travaux sylvicoles qui ont 20 employés et plus.
Ensuite, le portrait au niveau de la syndicalisation, c'est un secteur où c'est quand même relativement peu syndiqué là, au niveau des activités d'aménagement forestier. Là, on a 15% des entreprises qui sont syndiquées. C'est encore plus faible du côté des entrepreneurs là, avec 11%. Si on regarde la diapo suivante, là, c'est quand même intéressant de voir par contre que, encore là, ça varie beaucoup selon la taille des entreprises. Là, alors qu'il n'y en a quasiment pas des entreprises de 2 à 5 qui sont syndiquées, bien, dans les entreprises de 50 employés et plus, c'est 40% des entreprises qui sont syndiquées. Puis à ce moment-là, ça ressemble un peu aux données provinciales là, pour l'ensemble du Québec, où on est à 39,9% de taux de présence syndicale. Et puis maintenant, si on regarde vraiment nos résultats comme tels, là, maintenant qu'on a terminé le profil des répondants, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est quoi les enjeux qui ressortent principalement? Bien déjà, on voit qu'au niveau des responsables RH, généralement, dans nos entreprises, là, il y en a 73% qui n'ont personne, là, finalement, comme tel, qui est dédié aux ressources humaines. Donc, c'est quand même seulement 25% là, qui ont une équipe ou un responsable RH à ce moment-là. Puis souvent, ça va être des plus grandes entreprises là, de 50 employés et plus qui, même eux autres, à ce moment-là, peuvent avoir une équipe là, en gestion des ressources humaines. Mais étant donné toutes les problématiques de recrutement de main-d'œuvre et tout ça, je pense que c'est quand même un enjeu qui est important. Puis vient aussi le besoin fondamental à ce moment-là de bien les accompagner là, au niveau RH. Là. Les défis de gestion des ressources humaines qui sont ressortis. Donc là, ici, c'est le niveau d'effort qui est fourni par les entreprises pour relever les défis en gestion des ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mentionné principalement? Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est vraiment le recrutement des employés avec 58%. En 2015, on parlait de 43% à ce moment-là. Donc, on voit que c'est plus difficile qu'il y a 5 ans, finalement, de recruter des employés en ce moment. La gestion des équipes de travail, là aussi, c'est significativement difficile. La rétention du personnel, ça reste quand même aussi un enjeu important, ainsi que la conciliation travail-famille, l'intégration des nouveaux employés, la formation continue des employés, les mesures disciplinaires, c'est beaucoup moins, là, un peu moins important. Là. Dans la majorité des entreprises, ça va mieux à ce niveau-là. Et la planification, la gestion des départs à la retraite, là aussi, là, c'est seulement 13% là, qui disent que c'est un enjeu problématique. Même chose là, au niveau de la gestion de la toxicomanie au travail. Là, on voit que pour une majorité d'entreprises, ça va plutôt bien, puis que c'est un 12% là, pour qui c'est peut-être un enjeu plus problématique. Maintenant, pour le recrutement et la relève. Oui, pour les questions de recrutement et de relève, on a demandé aux entreprises là, de quelle façon ils anticipaient l'ampleur des départs à la retraite au cours des 3 prochaines années. Donc, c'est 46% là, qui nous mentionnent que ça va être en augmentation, 43% qui nous disent que ça va demeurer stable. Si on compare avec les données du diagnostic de 2015, on était à 33% là, à cette époque-là qui nous avait mentionné des départs à la retraite en augmentation. Donc, c'est quand même une augmentation significative. C'est en progression constante à ce niveau-là. Donc, les entreprises vont perdre quand même beaucoup de travailleurs dans les prochaines années. Ensuite, concernant la difficulté à combler les postes, encore là, par rapport aux années précédentes, il y a 58% des entreprises qui considèrent qu'ils vont avoir plus de difficultés à combler les postes. La comparaison avec 2015, on était à 51%. Encore là, ça témoigne des difficultés qui sont croissantes à recruter la main-d'œuvre pour nos entreprises. Ici, sans tout lire, là, évidemment, vous allez avoir tout ça dans le rapport complet, là, mais on a fait la distinction par profession des difficultés de recrutement. Dans le fond, on demandait aux entreprises de nous classer sur une échelle de 1 à 10 là, le degré de difficulté à recruter par profession. Sont classés ici en ordre décroissant là, selon les plus difficiles au moins difficiles. En tête de liste, on a les ouvriers, aides-ouvriers en production de plants. On sait que dans ce secteur-là, ils ont quand même une main-d'œuvre qui est vieillissante, puis il y a beaucoup de difficultés là, à combler les postes. Ce qu'on peut remarquer aussi, là, les camionneurs pour le transport de bois, là, ça aussi, on est à 58% des entreprises qui ont beaucoup de difficultés à recruter dans ces types d'emplois-là.
Puis, bon, c'est ça, là, ça continue. Je vous dirais, il y a quand même il y a beaucoup de difficultés dans plusieurs des professions nommées, là où on retrouve peut-être un petit peu moins des taux un peu moins élevés, c'est dans les opérateurs de machines en voirie forestière, les géomaticiens, en préparation de terrain également. Ensuite, les raisons, on leur demandait aux entreprises c'était quoi les principales raisons à leur difficulté de recrutement. Là, évidemment, la diminution du bassin de travailleurs potentiels, c'est ce qui revient beaucoup, là, à 49 %. On a aussi le manque de candidats avec l'expérience ou les compétences requises, qui est un peu relié aussi à la diminution du bassin, finalement, là, qui est relié aux problématiques de main-d'œuvre en général. Qui arrive en deuxième. On a aussi quand même en troisième le manque d'intérêt des candidats à cause des conditions de travail qui sont jugées peu attrayantes dans l'industrie. C'est quand même une difficulté une embûche pour les entreprises du secteur pour recruter des nouveaux travailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, on peut passer à la suivante. Au niveau des impacts que ça va avoir, toutes ces difficultés de recrutement-là, ce que les entreprises anticipent pour les 2 prochaines années, ça va être de devoir réduire leur volume d'activité. Donc, 38 % des entreprises nous mentionnent cet élément-là, que ça va aussi affecter leur rentabilité. Donc, puis un autre fait intéressant, c'est, même si c'est en plus petit nombre, là, pourcentage qui a été nommé, mais c'est le fait de vouloir faire travailler des travailleurs plus longtemps, c'est à 11 %, mais en 2015, il était à 3 % seulement. Donc, on voit que c'est une solution là, qui est de plus en plus utilisée, d'étirer la saison de travail pour essayer de combler un peu le trou lié au manque de main-d'œuvre. Maintenant, pour les entrepreneurs forestiers, on a aussi posé la question sur les postes les plus difficiles à combler. Encore une fois, dans ce cas-ci, c'est vraiment les opérateurs de machines pour la coupe, débardage, façonnage ou chargement de bois. Là, donc, tous les opérateurs en récolte du bois qui ressortent là, grandement à 65 % des entrepreneurs qui font de la récolte mécanisée ont des difficultés importantes à recruter des opérateurs en récolte. Au niveau des camionneurs encore pour le transport, ça aussi, ça ressort fortement là, à 49 %. Pour ce qui est des moyens utilisés pour le recrutement, dans le fond, les entreprises, ce qu'ils utilisent le plus, et de loin, c'est le référencement interne et les médias sociaux. C'est vraiment les moyens qu'ils utilisent le plus. Puis si on regardait là, les différences par taille d'entreprise, ce qu'on voyait, c'est que les petites entreprises, c'est vraiment les 2 moyens qu'ils utilisent, alors que les plus grosses vont plus utiliser un peu tous les moyens là, qui sont à leur disposition. Là. Donc, ils vont utiliser aussi le placement en ligne d'Emploi Québec, l'affichage dans des institutions scolaires, les médias traditionnels, centres locaux d'emploi. Ils vont se retrouver plus fortement dans ces proportions, dans ces catégories-là. Et maintenant, au niveau du développement des compétences de la main-d'œuvre, en fait, on constate, on a documenté un peu les changements dans la nature des emplois, qu'est-ce qui était principalement anticipé. Puis ça, c'est quand même un fait intéressant, là, un constat intéressant. Il y a 61 % des répondants qui affirment avoir constaté des changements importants qui modifient la nature de certains métiers puis des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions, principalement au niveau des nouvelles technologies. Donc, tout ce qui est informatisation, numérisation, mécanisation, là, c'est quand même un 49 %, donc près de la moitié là, des gens qui nous ont mentionné ça d'emblée, alors que c'était quand même une question sans choix de réponse. Là aussi, c'était une question ouverte. Aussi, on a parlé beaucoup du manque de relève. Donc, qu'est-ce qui constate comme changement? Le manque de relève de candidats, de main-d'œuvre, c'est difficile. Il y a 13 % des gens qui nous en ont parlé. Que la jeunesse aussi, qui est moins vaillante et manuelle. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose que les entreprises nous ont fait part là, dans un 12 %. Aussi, les connaissances accrues au niveau des normes, des lois, des réglementations en vigueur, c'est aussi un enjeu. Il y a des changements, puis ça demande plus de connaissances à ce moment-là. La géomatique, puis aussi, on utilise davantage les systèmes de cartographie, etc. Ils demandent aussi des meilleurs salaires. Donc, c'est sûr qu'avec la compétition qu'il peut y avoir actuellement, bien, les salaires et tout ça, il peut y avoir une plus grande compétition. La demande des aptitudes aussi en gestion au niveau des tâches administratives demande un niveau de compétences plus élevé, plus spécialisé. Il y a aussi un faible pourcentage là, qui nous ont parlé de la conciliation travail-famille ou du manque de connaissances mécaniques là, comme tel.
Pour la formation continue, maintenant, dans les entreprises, les difficultés à combler les besoins en formation continue, c'est qu'est-ce qui est principalement ressorti, autant du côté des entreprises que du côté des entrepreneurs forestiers, c'est vraiment d'aller libérer le personnel là, qui est difficile. Hein. En même temps, on peut comprendre si on manque de monde, c'est difficile. Là. Donc, essayer de libérer les gens alors qu'on est déjà dans le jus pour qu'ils suivent la formation continue. Là. Des fois, on dirait qu'à court terme, on ne voit pas tout de suite les retombées là, que ça peut avoir. Alors, c'est un enjeu qui est important. Aussi, trouver du contenu qui est adapté aux besoins. Donc, 42 là, des entreprises puis 35 des entrepreneurs nous ont mentionné aussi que c'était un enjeu. L'accessibilité à la formation aussi, puis les coûts liés à la formation, là, aussi, ça représente un enjeu important. C'est certain que quand on parle de formation en région éloignée avec de la machinerie, c'est sûr que ça peut faire également rapidement augmenter là, les coûts de formation associés. Ensuite, quand on regarde au niveau de la masse salariale qui est investie en formation continue, on constate qu'il y en a quand même 19 qui font aucun investissement en formation continue. Puis, il y en a un 37 qui vont donner un 1 là, de leur masse salariale là, en formation comme telle. Donc, ça veut dire que près d'une entreprise sur 5 investit pas encore en formation continue. Puis souvent, ça va être des plus grandes entreprises là, aussi. Donc, plus que l'entreprise est importante là, en taille, en nombre d'employés, puis plus que aussi ils vont investir en formation continue. Les organismes de formation aussi avec lesquels les entreprises font affaire, principalement, bon, on constate qu'il y en a 39 qui disent avoir fait affaire avec un consultant. Donc, 60 des entreprises de plus de 50 employés et des entreprises qui embauchent aussi des immigrants, puis 22 des entreprises de 2 à 5 employés là, se retrouvent avec, souvent, qui vont aller vers des consultants. Il y a aussi un 32 qui vont se retourner vers des organismes de formation, privés de formation. 25 au niveau des services aux entreprises, des centres de formation professionnelle. Ensuite, Forêt Compétences, il y a un 16 là, des entreprises qui disent avoir fait affaire à nos services et 9 au niveau du service aux entreprises d'un cégep. Donc, on s'aperçoit que quand même, il y a une certaine répartition là, entre les différents organismes de formation. Là. Puis, pour la plupart, ils disent que c'était quand même quelque chose de très utile là, aussi, là, indispensable. Puis, pour le succès de leur entreprise. Les besoins de formation continue qui a été ciblé, là encore, c'était une question sans choix de réponse. À ce moment-là, quand on leur demandait c'était quoi qu'ils avaient besoin comme formation, il y en a 23 des répondants qui nous ont parlé des besoins de formation en tout ce qui touche à l'informatique, les nouvelles technologies, l'utilisation de logiciels. 19 aussi nous ont parlé des méthodes de travail. Donc, ça aussi, donc des formations pratiques à ce moment-là. Par exemple, travailler en hauteur, l'aiguisage, l'abattage, le suivi de sources, l'approche électrique, les PFNL, donc tout ça, des méthodes de travail et donc aussi des formations souvent très pratiques. Cours de santé, sécurité, RCR, secourisme, donc il y a un 19 là aussi pour lesquels ça c'est ressorti. Puis là, ensuite, on a toute une liste là, d'autres formations comme géomatique, formation de cadre également, donc tout ce qui touche gestion de changement, supervision, productivité, ça aussi, c'est la gestion du personnel, tout ce qui est ressources humaines pour un 11 donc c'est quand même important. Puis, l'écologie forestière, développement durable, la réglementation environnementale, le carbone forestier, changement climatique, il y a un 6 là, des gens là, qui nous en ont parlé également, donc c'est ressorti. Être à jour dans les normes, les règlements, aussi tout ce qui est mécanique, entretien mécanique, la comptabilité et gestion, puis dans un plus faible pourcentage, c'est ça, il va y avoir différentes formations sur le tas en milieu de travail, le transport des matières dangereuses, etc. Là. Puis là, pour le reste, c'est peut-être moins significatif.
Puis, si on regarde maintenant au niveau, ça c'était plus du côté des entreprises comme telles. Maintenant, du côté des entrepreneurs forestiers, leur intérêt au niveau de la formation continue, en premier, vient le respect de l'environnement puis le développement durable. Donc, ça a été quand même un constat qui nous a surpris, tu sais, au départ, là, parce que, quand même, finalement, on s'aperçoit qu'ils ont cette préoccupation-là qui est beaucoup plus présente, finalement, que ce qu'on pouvait croire là, au départ. Puis, ça vient tout de suite après, là, de très près, finalement, tout ce qui touche à la gestion, donc que ce soit la gestion financière, les coûts de production et tout ça, puis la gestion des ressources humaines là, aussi, là, qui vient en troisième lieu. Après ça, dans une proportion un peu moins élevée, mais quand même, un 15 nous ont parlé de les collaborations, les partenariats avec les Premières Nations, puis l'aspect communication, marketing, promotion, ainsi que le recrutement à l'international pour un 15 Et gestion de la diversité culturelle, c'est peut-être un peu moins significatif. Là. Il y en a quand même 71 qui se disent pas intéressés. Quand on regarde maintenant le montant qui est investi par les entrepreneurs forestiers au niveau de la formation pour se former, eux, en 2020, il y en a 54 qui n'ont pas fait aucun investissement pour se former. Puis parmi ceux qui ont investi dans la formation continue pour eux, ils ont investi en moyenne là, 1664 $. Puis, quand on regarde de l'autre côté, à droite, le montant qui est investi par les entrepreneurs, mais pour former leurs employés, là aussi, là, il y a quand même 51 qui n'investissent pas en formation comme telle. Puis, parmi ceux qui ont investi en formation, là, on voit que c'est une moyenne là, de 8 700 $ qui a été investi. Puis, c'est sûr que les quelques entrepreneurs qui ont investi des bons montants, là, c'est plus loin de la moyenne. Là, donc, c'est pour ça ou de celle de leurs employés. Là, donc, souvent, ça tend à augmenter là, selon le nombre d'employés aussi. Formation initiale et continue. OK. Alors, dans cette section-là, dans le diagnostic, là, c'est quand même plusieurs pages là, qui répertorient là, puis qui expliquent là, vraiment tout ça là, en détail. Là, nous, aujourd'hui, on vous présente seulement le tableau synthèse. Il y a beaucoup d'informations dans ce tableau-là. Mais au niveau des principaux constats, au niveau en lien avec la formation initiale et continue, c'est que ce qu'on constate, là, ici, on voit pour chacun des différents corps de travail, donc pour les travailleurs manuels, travailleurs mécanisés, etc. Puis ensuite, on voit que les principales exigences à l'embauche, donc qu'est-ce que c'est exactement? Donc souvent, pour les travailleurs manuels, mécanisés, puis les professionnels de supervision, ils vont demander, ils vont exiger à l'embauche d'avoir une expérience professionnelle. Pour le personnel technique, ils vont exiger une scolarité aussi. Les ingénieurs forestiers, c'est non disponible parce que il faut être membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, là, donc ça s'applique comme pas. Puis pour les ouvriers en production de plants forestiers, les cueilleurs de PFNL, là, il n'y a aucune exigence là, comme telle à l'embauche. Ensuite, la principale amélioration qui est proposée au programme de formation initiale, tout le monde s'entendait pas mal pour dire que plus de formation pratique, plus de stages aussi sur le terrain, c'est ce qui ressortait là, de façon évidente. Puis, le principal besoin de formation continue. Donc, ça, on voit pour les travailleurs manuels, les enjeux de santé et sécurité au travail, de secourisme, de RCR, c'est vraiment ça qui ressort. Maintenant, pour les travailleurs mécanisés, le personnel technique, les ingénieurs forestiers, c'est tout l'aspect de nouvelles technologies là aussi qui ressort de façon très importante. Donc, quand on parle de transformation numérique du secteur, c'est principalement ces métiers-là qui sont les plus touchés et visés par ça. Ensuite, les professionnels de supervision, c'est sûr, eux, la gestion du personnel, les ressources humaines, ça va être des éléments importants. Et puis, pour les ouvriers en production de plants forestiers, c'est surtout santé et sécurité au travail, conduite de machinerie RCR, puis des formations sur le tas, là, davantage qui sont offertes pour les cueilleurs de PFNL.
Puis maintenant, si on regarde l'autre tableau en bas, lui, c'est la comparaison des niveaux de satisfaction entre les programmes de formation initiale. Donc, à ce moment-là, on a listé les différents programmes qui sont là. Puis, généralement, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que la satisfaction est quand même bonne, là, généralement. Je pense que ceux qui sont un peu plus faibles, ça va être pour le DEP en abattage et façonnage des bois, puis puis le DEP en voirie forestière ainsi qu'en abattage manuel et débardage forestier là, au niveau de la satisfaction là, c'est sûr concernant les travailleurs là, comme tels qui embauchent, là, qui ont eu cette formation-là. Maintenant, pour le bassin de main-d'œuvre, Christine. Oui, donc on a sondé, là, dans le fond, certains bassins là, plus particulièrement. Là, en premier lieu, on a sondé au niveau de la main-d'œuvre immigrante. Donc, l'embauche d'immigrants chez les entreprises, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 11 en fait, en 2015, on avait 11 des répondants qui embauchaient de la main-d'œuvre immigrante, alors que là, on tombe à 21 cette année dans le sondage. Donc, on constate qu'il y a une croissance. Il faut quand même faire attention avec ce résultat-là aussi, parce que si on regarde le tableau de droite, c'est les entrepreneurs qui ont embauché des immigrants. Donc, on est à 3 dans ce cas-ci seulement là, qui embauchent des immigrants. Donc, si on fait la moyenne de nos deux populations, des deux sondages, la moyenne va être de 12 des répondants à ce moment-là qui avaient à leur emploi de la main-d'œuvre immigrante. Puis, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans la façon dont ça se répartit, encore une fois, hein, c'est souvent ça la tendance, mais il y a souvent un portrait différent entre les grosses entreprises et les plus petites entreprises. Chez les entreprises de plus de 50 employés, c'est surtout elles qui ont embauché au moins un employé immigrant au cours de l'année 2020 là, qui leur était demandé. Donc, 60 d'entre elles ont embauché un immigrant. Et parmi les entreprises qui en embauchent, ça représente en moyenne 11 de leurs travailleurs. Ensuite, au niveau des perspectives d'embauche, on leur demandait là, pour les 3 prochaines années, ça ressemblait à quoi un peu leur intention, s'ils croyaient que ça c'était très probable ou pas du tout probable qu'ils embauchent de la main-d'œuvre immigrante. Et si on additionne là, ceux qui nous ont répondu très probable et assez probable, on tombe à 48 donc c'est quand même près de la moitié des répondants qui pensent qu'ils pourraient engager de la main-d'œuvre immigrante au cours des 3 prochaines années. Puis ici, l'augmentation est quand même importante là, par rapport à 2015 où on était à 22 donc ça a plus que doublé. Là. On sent là, que la pression, que la pénurie de main-d'œuvre atteint là, les entreprises puis qu'ils veulent de plus en plus se tourner vers différents autres bassins là, de main-d'œuvre. Si on regarde maintenant le tableau de droite, cette figure-là nous présente au niveau de la main-d'œuvre immigrante temporaire, plus spécifiquement. Donc, les travailleurs qui ne sont pas nés au Canada puis qui viennent au Québec uniquement pour la saison des travaux. Encore une fois, là, on a une moyenne similaire là, si on regroupe les très intéressés et assez intéressés à embaucher des immigrants temporaires, on tombe à 49 donc c'est assez semblable à la main-d'œuvre immigrante là, régulière. Là. Dans ce cas-ci, c'est semblable au diagnostic de 2015, ça l'a moins bougé. Dans le fond, il y avait déjà un engouement en 2015 pour embaucher de la main-d'œuvre immigrante temporaire. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plus que au niveau de la main-d'œuvre immigrante, là, pas nécessairement temporaire, c'est là qu'il y a beaucoup d'intérêt des entreprises, puis que l'embauche de cette main-d'œuvre-là est une solution qui est de plus en plus envisagée. Ensuite, deuxième bassin de main-d'œuvre qu'on a sondé un peu plus en profondeur, là, c'est la main-d'œuvre autochtone. Dans ce cas-ci, je vous dirais que le portrait ressemble quand même un peu là, en termes de proportion là, au niveau de l'immigration. C'est un petit peu des chiffres qui sont similaires. Cette année, en fait, en 2020, les répondants étaient 17 à avoir embauché de la main-d'œuvre autochtone. On était à 18 en 2015, donc c'est relativement stable. Du côté des entrepreneurs, encore une fois, c'est beaucoup moins important. On est à 3 des entrepreneurs qui ont embauché des employés autochtones. Puis quand on combine ensemble les deux groupes, les deux populations, on est à 11 en moyenne qui ont embauché des Autochtones.
Encore une fois, ça va varier selon la taille. La différence est un petit peu moins marquée que par rapport à l'immigration. Tantôt, on se souvient, là, c'était vraiment les grosses entreprises de plus de 50 employés qui engageaient des immigrants. Ici, on est plus dans la moyenne grosse. Là, donc, les 16 à 50 employés sont quand même 31% embauchés, au moins un employé autochtone, puis les plus de 50 aussi. On a aussi, on voyait qu'il y avait aussi des différences là, en fonction du mode de tenue. Donc, selon les entreprises qui sont actives plus en forêt privée ou en forêt publique, là aussi, il y a une distinction. Donc, c'est principalement les entreprises qui font de la forêt publique exclusivement qui vont embaucher des employés autochtones à 27%. Puis, on a quand même un 19% qui font les deux, là, forêt publique et forêt privée. Mais ceux qui font que de la forêt privée, c'est plutôt rare là, qui vont engager des employés autochtones. Puis si on regarde là, dans le bas, le résultat, c'est les entreprises qui étaient de propriété autochtone, dans le fond, qui étaient détenues à 51% ou plus par des Autochtones ou des conseils de bande. Bien, eux, évidemment, sont beaucoup plus nombreuses, l'employé de la main-d'œuvre autochtone, c'est 93% d'entre elles. Encore là, on leur a demandé les perspectives d'embauche de main-d'œuvre autochtone pour les 3 prochaines années. Encore une fois, si on regroupe les très probables et assez probables, on est à 42% des entreprises qui pensent embaucher des Autochtones au cours des 3 prochaines années. C'était 25% en 2015. On a encore une grande augmentation. Là, ça témoigne encore dans le même sens que pour les immigrants. On est prêt. On veut regarder là, différents bassins possibles pour combler les besoins de main-d'œuvre. Ensuite, on a posé des questions, là, étant donné qu'on avait quand même la collaboration, là, comme on a dit d'entrée de jeu, là, avec notre chaire de recherche là, autochtone, donc qui nous a permis, là, puis on avait également la collaboration, là, je veux le mentionner, de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations qui nous ont aidés aussi dans le développement du questionnaire. Donc, on est allé sonder là, les entreprises, plus spécifiquement sur celles qui avaient déjà reçu de la formation de sensibilisation et de connaissances sur les réalités autochtones. Donc, on a quand même 25%, là, on peut voir le 72% qui n'ont pas reçu cette formation-là, mais on a quand même le quart des entreprises qui ont reçu une formation de ce type-là, la sensibilisation et connaissances des réalités autochtones. Et on leur a aussi posé la question s'ils croyaient pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour faciliter l'intégration de main-d'œuvre autochtone. On sait que c'est un enjeu. Les entreprises, oui, sont ouvertes, ils veulent en embaucher, mais des fois, il y a de la méconnaissance. Comment on s'y prend? Y a-t-il des bonnes pratiques à mettre en place pour que ça soit gagnant comme intégration? Donc, ici, on a 50%, là, on a la moitié des entreprises qui ont de l'intérêt pour un tel accompagnement. Donc, oui, on veut embaucher des Autochtones, mais oui, on sent aussi qu'on a besoin d'être appuyé là-dedans pour que ça soit un succès. Et maintenant, au niveau des enjeux du secteur de l'aménagement forestier comme tel, en fait, on les a aussi sondés au niveau de l'impact de la pandémie sur les entreprises. Et puis, qu'est-ce qui est ressorti, c'est que le niveau d'impact était, il y en a 23% qui nous ont dit, qui nous ont mentionné qu'il y avait eu beaucoup d'impact, puis plutôt négatif. Là, ici, c'est ça ce dont on parle. Puis, impact modéré là, pour 34% et peu d'impact, 43%. Donc, c'est assez diversifié. Puis, souvent, ça dépend, là encore, là, des entreprises. C'est sûr, celles qui sont plus grandes, souvent, il y avait plus d'enjeux à ce niveau-là, là, notamment pour la mise en place des mesures sanitaires. Là. Donc, c'était ça qui est ressorti là, principalement. Aussi, on parlait beaucoup de perte de productivité, de diminution des revenus dans 9% des cas, fermeture temporaire également. Puis, la réorganisation du travail, la réadaptation aussi à faire à chaque fois, les retards sur les travaux, les opérations, les livraisons, le manque puis la perte de personnel, là aussi, ça a été relevé dans 6% des cas. Les difficultés d'hébergement, les fermetures des camps forestiers aussi qu'il y a eu, puis même les mesures sanitaires en camps forestiers, c'était quand même tout qu'un casse-tête là, au départ là, pour plusieurs entreprises.
La mise en place du télétravail, c'est sûr que ça, c'est pas nécessairement tous les types de travailleurs qui ont été touchés par ça, mais c'est quand même un changement qu'il y a eu et qui est important. Il y en a aussi beaucoup qui nous ont parlé de la difficulté de recrutement liée à la PCU aussi, donc 4 qui nous en ont parlé, des difficultés d'approvisionnement, de pénurie de pièces, des retards également. Santé mentale, l'isolement, les craintes des employés, ça aussi, ça a été une des préoccupations là, qui est ressortie. Il y a eu aussi, c'est certain, beaucoup d'incertitudes, d'insécurité, d'instabilité dues à la pandémie. Puis des rencontres clients, des rencontres en fait avec des fournisseurs qui étaient rendus impossibles, puis même toute la gestion des déplacements, des transports interrégionaux qui étaient bloqués là, entre les régions, même entre les provinces et tout ça. Donc, c'était quand même un aspect là, aussi qui a été relevé. Il y a eu un impact positif. Il y a 2 des répondants là, seulement qui nous l'ont quand même mentionné. Il y a eu une certaine augmentation au niveau des revenus. C'est vrai que le prix du bois était quand même intéressant parmi les impacts. Et puis, il y a eu différentes subventions, là aussi, des subventions qui étaient disponibles pour les entreprises. Là, donc, voilà. Ensuite, les principaux impacts de la pandémie sur, bon, ça je viens de le mentionner, pour les entrepreneurs maintenant. Le niveau d'impact de la pandémie pour les entrepreneurs, c'est sensiblement un peu la même chose qu'au niveau des entreprises. Là, il y en a 19 qui nous ont dit que c'était extrêmement important l'impact que ça a eu sur leurs opérations, puis 28 assez important, et l'autre moitié pour qui ça n'a pas eu vraiment d'impact comme tel. Finalement, les obstacles au développement des entrepreneurs forestiers. Donc, quand on regarde les principaux obstacles qui sont ressortis, bien, l'incapacité à trouver des employés qualifiés, ça, c'est quelque chose qui est dans 68 des cas, c'est ça qui ressort comme étant très ou extrêmement important là, comme difficulté, comme premier obstacle. Alors, finalement, les enjeux de main-d'œuvre, de recrutement, c'est vraiment ça qui les préoccupe énormément. Ensuite, le coût de la main-d'œuvre aussi, qui est élevé, qui est trop élevé. Donc, dans 52 la moitié, même un peu plus, qui nous disent que c'est très ou extrêmement important. Donc, ça coûte plus cher, c'est quand même difficile. Puis, les coûts de formation, là aussi, des travailleurs forestiers qui sont considérés trop élevés, mais pour 24 donc c'est quand même une proportion moindre, là. Puis 30 qui mentionnent que c'est assez important et 46 comme quoi c'était pas vraiment important. Mais quand même. Ensuite, au niveau des besoins de main-d'œuvre par profession, ça, oui. Donc, on a demandé aux entreprises, dans le fond, ça, c'était une question optionnelle. Il faut se mettre aussi en contexte que le questionnaire était quand même costaud à remplir là, par les entreprises. Là, il y avait une durée moyenne de 44 minutes. Donc, on avait cette question-là à la fin, là, qui était optionnelle à remplir. Dans le fond, c'était un grand tableau dans lequel on leur demandait pour chacune des professions qu'il y avait dans leur entreprise, il y avait combien de ces employés-là. On leur demandait combien qu'il y avait eu de postes vacants en 2020. On leur demandait aussi le nombre de départs qu'il y avait eu en 2020 et le nombre de départs à la retraite prévus dans les 3 prochaines années. Donc, c'était les 4 questions qu'on leur demandait de remplir, là, de chiffrer, là, en fait, là, par rapport à leur profession, aux professions qu'il y avait dans leur entreprise. Donc, ce qu'on peut voir au niveau des postes vacants, donc les postes qui n'avaient pas réussi à remplir là, dans le courant de l'année 2020, c'était les abatteurs manuels, même s'ils sont en faible nombre, mais en proportion, c'est très important. Les entreprises ont beaucoup de difficultés finalement à trouver des nouveaux abatteurs manuels. En deuxième, on a les camionneurs pour le transport de bois qui est aussi difficile. Là, puis ça ressortait là, tantôt aussi là, quand on parlait de difficulté de recrutement. Donc, c'est un peu c'est cohérent avec ça aussi. Là, ils ont une difficulté à trouver des nouveaux camionneurs pour le transport. Ensuite de ça, on a toute une série là, de professions qui sont dans les mêmes pourcentages là, à peu près qu'on voit en jaune là, qui se retrouvent beaucoup dans cette section-là, là, dont les reboiseurs et le personnel technique qui arrive là. La moyenne globale de postes vacants, toute profession confondue, est de 11 %.
Donc, c'est ce qui est ressorti au niveau des postes vacants. Ensuite, si on regarde pour les départs en 2020, dans ce cas-ci, donc, on parle de mouvance de personnel là, pendant l'année. Ici, c'est les ouvriers et aides-ouvriers en production de plants qui ressortent le plus à 15 % ainsi que les opérateurs de chargeuses. Là, les deux, ça, c'est des professions où il semble y avoir plus de mouvement, en fait, là, suivi des reboiseurs, encore une fois, là, qui semble y avoir quand même plus de mouvements de main-d'œuvre par rapport, si on prend à ceux qui sont en vert, là, des gestionnaires, que ça va être plus stable, les géomaticiens, les opérateurs en voirie. Bon, là, on a un peu plus de stabilité. La moyenne globale est de 7 % de départ en 2020. Et la troisième question qu'on leur posait, c'était les départs à la retraite pour les 3 prochaines années. Dans ce cas-ci, c'est les mesureurs qui arrivent en premier, 26 %, ce qui est quand même élevé, là, 26 % de départ à la retraite prévus dans les 3 prochaines années chez les mesureurs. Donc, on peut voir que c'est probablement les professions où il y a plus de vieillissement de la main-d'œuvre. Ensuite, on a des opérateurs de machines en façonnage des bois, les débroussailleurs aussi qui arrivent quand même en troisième à 23 %. Et les opérateurs de machines en préparation de terrain aussi. On a quand même nos gestionnaires qui n'arrivent pas très loin non plus à 19 %. Là aussi, il y a quand même des enjeux, même si on a peut-être moins sondé à ce niveau-là. Là, mais au niveau des gestionnaires, on l'entend aussi. Là, il y a des départs à la retraite, puis c'est difficile de combler ces postes-là dans les entreprises. Puis la moyenne pour l'ensemble des professions est de 14 % dans ce cas-ci. En gros, c'est le portrait pour les besoins de main-d'œuvre. Merci. Et nous voici finalement rendus à la 5e et dernière partie, les constats généraux. Cette partie-là, c'est vraiment un peu comme un résumé là, de tous les faits saillants finalement qui ressortent pour chacune des grands thèmes, là, des grandes thématiques là, qui étaient dans notre diagnostic sectoriel. Donc encore là, hein, on avait un souci là, de vous rendre l'information simple, facile à trouver et tout ça. Donc on a fait un genre de résumé à ce moment-là. Pour chacune des puces, c'est un peu les constats là, qui sont ressortis, puis que pour certains, là, on vous en a déjà parlé, mais ce qui ressort principalement, c'est que, bon, pour les prochaines années, c'est certain que tout ce qui est défi de gestion propre aux petites entreprises, puis même pour nous, l'aspect communication, avoir à communiquer, puis à rejoindre des petites entreprises, c'est quand même un enjeu qui est là, puis qui est important, puis qui demeure. Aussi, ben, la distinction forêt privée, forêt publique, il y a des choses qui sont quand même différentes, puis c'est important qu'on puisse le prendre en compte là aussi. Il y a quand même plusieurs particularités là, dans leur contexte, là, puis que ça a des répercussions après aussi au niveau de la main-d'œuvre, puis dans l'approche aussi qu'on pourrait avoir avec des activités qui se passent plus au niveau de la forêt publique ou privée. Aussi, la gestion des ressources humaines, c'est certain que quand il y a le quart des entreprises qui ont une personne qui est dédiée en gestion des ressources humaines, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup à faire, surtout avec tous les défis de main-d'œuvre qu'il y a en ce moment. Ça veut dire si on peut davantage les outiller puis les aider, les appuyer. Il y a toutes sortes de ressources qui existent. Il y a d'autres associations sectorielles, mais Forêt Compétences aussi, là, on fait partie de ces organisations-là qui pourront soutenir là, les entreprises. Ensuite, c'est ça, on l'a déjà dit, mais le contexte de pénurie de main-d'œuvre, de recrutement, c'est quelque chose qui tend à s'accentuer. La rétention personnelle, ça va faire partie aussi là, des choses qui sont importantes, puis qu'il va falloir finalement travailler là aussi là-dessus au cours des prochaines années. Pour les difficultés de recrutement, c'est certain, on voit que ça témoigne encore là des difficultés croissantes à recruter la main-d'œuvre. Puis on le sait que dans les 10 prochaines années, ça va tendre à s'accentuer. Ça n'ira pas nécessairement en s'améliorant encore pour un certain temps, là, étant donné le vieillissement de la population et tout ça. Il s'agit du principal obstacle aussi au développement qui a été mentionné par les entrepreneurs forestiers. Donc, ça aussi, c'est quand même
majeur, là, si on veut surtout avec tous les changements climatiques et tout ça, on sent que le secteur forestier a un rôle plus grand à jouer. Puis en même temps, ben, on sent aussi qu'il y a tellement de difficultés d'avoir des gens puis de la main-d'œuvre que là, finalement, on ne sera peut-être pas capable de répondre à toutes les ambitions qu'on l'on veut. Là. Fait qu'il va falloir peut-être revoir certaines choses, je ne sais pas. Ensuite, la rareté. Bon, c'est ça. Puis aussi, ben, toute cette compétition-là au niveau du recrutement, ben, ça fait en sorte qu'on est en compétition, mais contre tous les autres secteurs d'activité. Hein. Donc, pas seulement. Je pense que le secteur forestier va devoir apprendre à se démarquer encore plus des autres là, si on veut être capable d'aller chercher de l'intérêt, que ce soit des jeunes ou des immigrants et tout ça. On voit aussi bon, que ces différents bassins-là, ils ont un grand potentiel, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt qu'il y en avait auparavant, mais il va y avoir quand même du travail là, puis de l'accompagnement à faire là, aussi en ce sens-là. L'éloignement aussi des grands centres semble lié à l'effort qui doit être fourni pour recruter. C'est sûr, si on regarde des régions comme au nord du Québec, le Saguenay, la Côte-Nord, là, le nord du Québec comme tel, ben, c'est plus dur là, de recruter là, que dans ces régions-là qu'ailleurs. Puis, c'est pas mal ça. Les ouvriers en production de plants forestiers, les camionneurs, les opérateurs en récolte. Donc là, on vient vraiment cibler là, les différentes professions où est-ce que les entreprises ont plus de difficultés de recrutement. Puis à ce moment-là, ben, soit qu'il faut trouver des alternatives, soit qu'il faut développer plus de compétences, rendre les gens plus polyvalents. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? Ça, c'est l'avenir un peu qui va nous le dire. Puis, au niveau des changements dans la nature des emplois, bien, tout le virage de transformation numérique du secteur, je pense que dans les prochaines années, c'est certain qu'il va avoir un rôle, qu'on va avoir un rôle à jouer puis, pour appuyer nos entreprises là-dedans, puis combler aussi les nombreux besoins de formation là, qui ont été nommés là, aussi à travers notre document, notre diagnostic. Puis la formation initiale, bien, de façon unanime, là, je pense que c'était beaucoup la formation pratique, avoir plus de stages aussi sur le terrain pour améliorer les programmes de formation. Donc, on fait déjà des choses dans ce sens-là, comme des programmes COUD là, qui favorisent les stages puis, de courte durée, là, puis en entreprise à ce moment-là, les programmes de formation de courte durée en entreprise. Donc, ça aussi, je pense que ça va être quelque chose qui, dans l'avenir, va être quand même, pourrait être porteur là, aussi pour répondre à ces enjeux-là. Au niveau de la formation continue, bien, c'est sûr que trouver le bon moment, ça demeure toujours un enjeu important, on l'a vu. Puis, même s'il existe une vaste offre de formation continue qui existe, bien, ça reste qu'il y a des lacunes qui demeurent, puis qu'il y a des choses qui demandent quand même à être améliorées, développées pour répondre aux besoins là, de nos entreprises. Les coûts qui sont liés à la formation aussi, là, c'est quand même un enjeu. Est-ce que c'est parce qu'il y a une méconnaissance face aux différentes possibilités de financement qui sont disponibles? Est-ce que c'est parce que justement le fait qu'il y ait de la machinerie, que ce soit en région éloignée, que ça entraîne des coûts aussi qui sont beaucoup plus importants? Donc, c'est sûr, ça peut être quand même variable là, selon le type de formation qui est offerte là, aussi, mais ça représente quand même un enjeu. C'est important de l'adresser hein, comme tel. Il y a aussi près d'une entreprise sur 5 qui n'investit pas en formation continue. Ça veut dire que tout ce qui est développé, cette culture-là de formation continue dans notre secteur, ça va être quelque chose aussi qui est à faire. Là. Je pense qu'il va falloir le mettre en valeur aussi, les avantages de la formation continue, cette nécessité-là, hein, de peut-être sensibiliser davantage là, nos entreprises à ça, là, finalement, aux bénéfices que peut avoir là, la formation continue dans son ensemble. Écoutez, au niveau de la main-d'œuvre immigrante, c'est sûr, il y a déjà plus d'entreprises qui font maintenant appel à la main-d'œuvre immigrante comme telle. Ça demande quand même beaucoup plus d'organisation. Il y a des démarches qui peuvent être lourdes là aussi, qui est assez complexe. Alors, c'est sûr que pour les petites entreprises, ça peut être plus difficile.
pour les grandes, il y en a quand même qui sont plus ouverts à ça. Puis aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est les travailleurs étrangers temporaires, finalement, oui, mais ça, en fait, je pense que les entreprises préfèrent l'immigration à plus long terme que les travailleurs étrangers temporaires là, pour venir combler là, leurs besoins de main-d'œuvre comme tel. Puis, on parle aussi de l'embauche de la main-d'œuvre immigrante là, qui, bon, c'est ça, c'est de plus en plus envisagé. On voit que c'est quelque chose qui tend à augmenter. Là. Puis, mais malgré malgré l'intérêt, en fait, il demeure quand même un écart entre les entreprises qui embauchent réellement des travailleurs immigrants puis les intentions là, dans les 3 prochaines années. Au niveau de la main-d'œuvre autochtone, bien, ça aussi, là, je pense qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, que ça, c'est quand même quelque chose qui est grandissant, puis que les entreprises aussi sont prêtes à aller chercher un accompagnement là, pour les aider à mieux les intégrer. Souvent, il va y avoir de la volonté, mais il y a quand même toutes sortes de difficultés là, auxquelles elles peuvent être confrontées là, pour être capables de bien le faire aussi. Là. Fait qu'à ce moment-là, certainement être capable d'être en mesure de mieux les outiller, les informer là, pour que cela puisse se faire. Ça va être parmi les différents constats. Alors voilà, écoutez, on a réussi à rendre le tout quand même assez concis, j'espère, à tout le moins. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires à nous faire part, à nous partager. Ça va nous faire plaisir si on peut y répondre. Puis, oui, il y a Lisette Moreau. En fait, je n'avais pas de commentaire, je voulais vous applaudir. Je me suis trompée d'icône. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant. En début de rencontre, j'ai demandé si on pouvait avoir accès aux documents, parce que là, évidemment, je n'ai pas pu noter tout ce que vous avez dit. Et nous, moi, je suis de la Commission des ressources humaines, du développement des ressources humaines des Premières Nations et des Inuits. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses très intéressantes pour nous là-dedans. Alors, je vais aller consulter votre document. Vous me répondiez qu'il était sur le site, c'est ça? Oui, exactement. En tout cas, au cours de la journée, là, je pense que jusqu'à la toute dernière minute, on est venu modifier des choses. C'est quand même un document qui, on est capable de faire sortir du jus éternellement. Mais là, à un moment donné, il faut le finir, il faut le rendre disponible. Mais oui, certainement, là, c'était aujourd'hui qu'on faisait le lancement officiel. Donc, on va rendre disponible le document. Là, puis, il va y avoir aussi la possibilité de réécouter en rediffusion là, pour certaines personnes là, aussi qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. J'espère tant mieux si ça peut vous être utile. C'était vraiment ça aussi mon intention, mon objectif dès le départ, d'avoir aussi quelque chose qui soit le fun à présenter puis qui soit facile à lire, à utiliser. Là. Puis donc, tant mieux. C'est ce qu'on voulait là, finalement, de rendre ça utile. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre présence. Puis, écoutez, si jamais, de toute façon, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter là, directement chez Forêt Compétences. Ça va toujours nous faire plaisir là, de collaborer avec vous, de répondre à vos questions. Donc, merci à tous pour votre présence. Et alors, je vais terminer par ça, finalement. Je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, au plaisir de collaborer avec vous. Merci à tous. Merci.